Voilà, mais donc moi je vous présente déjà le plan de la présentation. Donc on va faire, un petit mot sur, l'ASBL Alzheimer Belgique, puis on vous parlera des maladies neurocognitives, du diagnostic des phénomènes pathologiques que l'on rencontre dans la maladie d'Alzheimer, un petit mot sur l'évolution de la maladie. On vous parlera des fonctions cognitives, de l'activité, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit aussi, dans cette maladie, des règles d'or, voilà, à privilégier dans les activités qu'on fait avec son proche. Et puis on va vous parler aussi des principales difficultés que l'on rencontre au quotidien. Un petit mot sur le fait, beh, voilà, qu'est-ce que c'est d'être aidant proche et comment se faire accompagner. Voilà, tu peux passer. Je ne ouais, voilà, voilà. Donc, l'ASBL Alzheimer Belgique, c'est une ASBL qui a été fondée en 1985 par des familles et des personnes qui étaient concernées par la maladie d'Alzheimer. Et donc, elle s'est professionnalisée au fil du temps et donc actuellement, on est une équipe de professionnels, principalement des ergothérapeutes et une psychologue. Alors les objectifs de l'ASBL, bah, c'est vraiment de changer le regard pour, permettre une société plus inclusive, de guider et d'accompagner les familles qui sont, confrontées à cette maladie, encourager l'existence de lieux et d'activités adaptés. Il y a aussi un volet formation pour les professionnels et les aidants proches et l'objectif aussi de l'ASBL, c'est de pouvoir justement défendre les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics. Voilà donc les différentes activités. On a une guidance téléphonique et un soutien aux familles. Donc vous voyez le numéro de téléphone qui s'affiche, 02 428 28 10. Les activités d'information et de sensibilisation auprès du grand public. L'accompagnement à domicile dont on vous parlera, plus tard dans la présentation et comme je viens de vous le dire, la formation des professionnels et la psychoéducation, à destination des aidants proches. Maladie neurocognitive, beh, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vrai qu'on a souvent entendu parler, de la démence, mais voilà, la démence est un terme un peu péjoratif parce qu'il évoque la folie et donc c'est vrai qu'on change de vocabulaire, en tout cas, dans le milieu professionnel et donc on parle de plus en plus de maladies neurocognitives et qu'est-ce que c'est quand on parle de ces maladies-là? Beh, en fait, c'est une altération irréversible et progressive des facultés intellectuelles suite à des lésions cérébrales. Alors ces altérations, et ces lésions cérébrales, en fait, elles vont avoir un impact dans les activités quotidiennes. Alors la maladie neurocognitive la plus fréquente, beh, c'est la maladie d'Alzheimer, mais il existe aussi des maladies apparentées, certaines, maladies vasculaires qu'on appelle encore démence vasculaire, la maladie à cœur de Lewy, pour en citer quelques-unes. Alors en Belgique, donc, quelques chiffres pour un petit peu savoir où on se situe. Mais on vous savez tous que le nombre de personnes âgées va augmenter dans les années à venir, donc il y a des prévisions pour 2050, où on sait que voilà, le nombre de la population âgée va vraiment augmenter et donc on sait que de ce fait-là, le nombre de maladies, et de troubles neurocognitifs majeurs va aussi augmenter et donc en Belgique, les prévisions pour 2030, on est autour des 250 000 personnes atteintes d'une maladie neurocognitive et en 2050, plus ou moins 350 000 personnes. Donc voilà, c'est ce qui est important effectivement de pouvoir accompagner au mieux ces personnes. Hem Et petite précision, on sait qu'effectivement 2 personnes sur 3 sont des femmes, qui sont atteintes de maladies neurocognitives. Alors, la maladie d'Alzheimer, eh bien, comment pose-t-on un diagnostic? Eh bien, tout commence par des signaux d'alerte qui sont généralement, une plainte subjective de la personne elle-même et puis l'entourage qui constate qu'il y a des difficultés. Alors le plus fréquent évidemment, ce sont les oublis, hein, c'est à ça qu'on pense quand on pense à la maladie d'Alzheimer, c'est à la mémoire. Mais il y a d'autres difficultés qui peuvent apparaître, comme la difficulté à trouver ses mots, des difficultés à s'orienter dans le temps ou dans l'espace, des difficultés pour la gestion des tâches administratives qui deviennent trop compliquées, la gestion des factures, des paiements, des finances. Et puis, ça peut être des perturbations dans différentes tâches de la vie quotidienne. Et puis, parfois, au niveau du comportement, une irritabilité, des troubles de l'humeur, des sautes d'humeur anormales. Alors, ce qui est très, très important, c'est que tous ces symptômes eh bien, peuvent être aussi simplement le symptôme de la fatigue, de la dépression. Et donc, ils deviennent alarmants quand, en fait, les difficultés sont vraiment récurrentes, qu'elles perdurent dans le temps et qu'elles ne s'expliquent par aucun autre facteur.
Alors, comment pose-t-on le diagnostic de la maladie d'Alzheimer? Eh bien, il peut se poser en hôpital de jour, en clinique de la mémoire, lors d'une hospitalisation parfois, ou en consultation chez un neurologue ou chez un gériatre. Alors, comment ça se passe, un bilan diagnostique? Eh bien, il y a d'abord une consultation, il y a une anamnèse, des questions qui sont posées. Tiens, comment ça se passe? Quelles difficultés vous rencontrez? Et puis, on peut proposer une imagerie médicale et et également des bilans neuropsychologiques. Donc un bilan qui est assez poussé et qui va, investiguer toutes les fonctions cognitives, donc tout ce que le cerveau nous permet de faire. Donc il y a un petit examen que vous connaissez peut-être, qui est le MMSE, qui est un outil de dépistage qui donne, lui, un score sur 30. C'est ce fameux examen où on pose des questions, «Retenez 3 mots et vous me les redirez plus tard». Eh bien, cet examen n'est qu'un examen de dépistage, mais il faut un examen plus approfondi pour, évaluer une maladie d'Alzheimer. Il est essentiel, de faire un suivi par un médecin généraliste. Voilà, c'est important d'avoir aussi un suivi, régulier en plus du spécialiste chez qu'on peut voir tous les 6 mois ou tous les ans. Alors au moment de l'annonce du diagnostic, eh bien, c'est un moment assez fondamental qui peut être un moment extrêmement marquant. C'est un moment essentiel, important pour vous-même, pour les aidants proches et pour la personne elle-même, concernée par la maladie. C'est un vrai choc, ça peut réveiller des peurs, ça peut évoquer des craintes par rapport à l'avenir, ça chamboule les choses. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas rester seul, de s'entourer, de s'informer, d'en parler. Alors pour ça, beh, il y a les médecins bien sûr, le spécialiste, mais aussi le généraliste qui peut prendre le temps de débriefer un peu ce qui a été dit chez le spécialiste. Il existe aussi des lignes écoute comme celle que Partenamut propose. Et puis, il y a les associations de patients comme la nôtre, Alzheimer Belgique, ou l'association Aidants Proches. Un suivi psychologique en individuel pour votre proche ou pour l'aidant proche pour vous-même peut être aussi une piste intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la maladie d'Alzheimer? Quels sont les phénomènes pathologiques? Alors, la maladie d'Alzheimer, eh bien, elle est connue depuis 1906. Elle a été découverte par le médecin Alois Alzheimer qui lui a donné son nom. Et donc, c'est une maladie, comme le disait Annabelle, neurodégénérative. Et qu'est-ce qui la caractérise? Eh bien, c'est la destruction progressive des neurones qui aboutit à une altération des fonctions cognitives. On abordera un peu plus loin la question des fonctions cognitives. Alors, il y a 2 phénomènes, en fait, en jeu dans la maladie d'Alzheimer au niveau pathologique. C'est 2 protéines qui s'accumulent de façon anormale dans le cerveau. Alors, la première, c'est la protéine Tau qui va, en fait, perturber le fonctionnement des neurones et entraîner leur destruction. Elle va vraiment, au niveau des neurones, provoquer une dégénérescence qu'on appelle neurofibrillaire. Voilà, c'est les neurones qui s'atrophient. Et puis, il y a une deuxième protéine qui, elle, va s'accumuler entre les neurones, c'est la protéine bêta-amyloïde. Comment évolue la maladie d'Alzheimer? Donc là, on a voulu vous montrer un schéma qui est assez parlant. Donc vous voyez qu'il y a effectivement en haut à gauche un cerveau sain et puis en haut à droite un cerveau, qui est atteint par la maladie d'Alzheimer à un stade assez avancé et vous voyez que quand on superpose les 2 cerveaux, il y a effectivement une réduction de la taille, du cerveau. Donc c'est une image assez parlante sur ce qui se passe, au niveau, du cerveau. Voilà, donc par rapport aux lésions, donc il faut savoir que les lésions dans la maladie d'Alzheimer, elles vont débuter dans les zones du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire et donc plus particulièrement au niveau de l'hippocampe et elles vont s'étendre progressivement à d'autres régions qui interviennent, par exemple dans le langage, les gestes, le raisonnement, le jugement. Et donc c'est vrai que c'est en fonction de la localisation de ces lésions que les personnes vont pouvoir avoir des difficultés, par exemple, à se souvenir, parfois à s'orienter, parfois à juger, les situations, parfois à penser ou à s'exprimer. Donc le schéma que vous voyez, c'est vraiment la progression, voilà, des lésions au niveau du cerveau. Donc vous voyez qu'effectivement, petit à petit, ces lésions prennent de plus en plus de place au niveau du cerveau. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement le début de la maladie est insidieux et que la maladie va vraiment progresser de manière graduelle et donc on se rend compte qu'effectivement la maladie va évoluer par paliers avec des pertes de capacité qui vont être suivies par des périodes de stabilisation, parfois pour des semaines, voire des mois. Donc, ce qui est important aussi de retenir, c'est que la vitesse de progression varie fortement d'une personne à l'autre et donc il est difficile de dire effectivement comment la maladie va évoluer pour une personne en particulier. Alors en moyenne, et ça reste une moyenne, on parle d'une évolution sur 10 à 15 ans à partir du diagnostic.
Alors, on va revenir aux fonctions cognitives, donc parce que comme le disait Annabelle, la maladie commence, voilà, généralement dans l'hippocampe, enfin toujours dans l'hippocampe, la maladie d'Alzheimer au niveau de la zone de la mémoire et puis elle va atteindre les autres fonctions cognitives. Donc, nous avons vu en abordant l'évolution de la maladie que les lésions touchaient différentes zones du cerveau. En réalité, les fonctions cognitives, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'à chacune des zones du cerveau, nous pouvons attribuer des fonctions. Donc, chaque zone du cerveau a sa fonction, ce sont les fonctions cognitives. Donc, les fonctions cognitives, qu'est-ce qu'on a? Parmi les fonctions cognitives, donc, ce sont les capacités de notre cerveau qui nous permettent notamment de communiquer, percevoir notre environnement, nous concentrer, nous souvenir d'un événement et accumuler des connaissances. Donc, ça va être la mémoire, ou plutôt les mémoires, le langage, la capacité de comprendre, la capacité de s'exprimer, ça va être le raisonnement, le jugement, l'attention. Et puis, alors, tout ce qui est fonction exécutive, ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est tout ce qui est organiser les choses, c'est tout ce qui est être capable de planifier, par exemple planifier une recette, organiser un trajet en train, être capable de flexibilité aussi. On avait prévu ça, mais finalement quelque chose se passe, hop, je me réorganise. Donc tout ça, ce sont les fonctions que notre cerveau fait. Et chacune de ces fonctions a sa propre localisation. Et donc, de ce fait, eh bien, en fonction de la localisation des lésions liées à la maladie d'Alzheimer, on va avoir des difficultés différentes qui vont apparaître en fonction de l'endroit où les lésions, donc ces fameuses plaques et ces fameuses protéines vont s'accumuler. Alors ici, on vous a mis un schéma que je ne vais pas regarder en détail avec vous, mais vous recevrez le support si vous voulez le lire, attentivement, mais qui schématise en fait, la carte quelque part du cerveau avec, eh bien, on voit plutôt au centre du cerveau tout ce qui concerne la mémoire, donc c'est là plutôt que la maladie commence et puis en fonction des lésions, on va avoir des difficultés qui vont par exemple, si les lésions vont plutôt, sur la partie frontale, la partie qui est derrière notre front du cerveau, au niveau des fonctions exécutives, justement, donc tout ce qui est planification, ça peut être aussi des difficultés d'attention, des difficultés de perception, des difficultés de langage, etc. Donc, qu'est-ce qui est à retenir de tout ça? Eh bien, c'est puisque les zones du cerveau touchées et l'évolution des lésions vont varier d'un individu à l'autre, chaque malade évolue à son rythme et avec un tableau clinique et des symptômes différents. Cela veut dire que les difficultés de votre proche peuvent ne correspondre que partiellement aux difficultés que nous allons vous présenter. Et alors, l'autre chose, eh bien, c'est que ces lésions sont réelles. Et donc, la personne malade ne fait pas exprès d'avoir des troubles. Alors qu'on peut se dire: «Mais enfin, il y a quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne extrêmement bien, il est parfaitement capable de faire ceci et alors pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas? Il le fait peut-être exprès». Eh bien pas du tout, c'est parce que notre cerveau a plein de zones et que certaines zones fonctionnent encore très bien et d'autres fonctionnent moins bien. Alors comme vient de le dire Eugénie, toutes ces fonctions cognitives et toutes ces lésions, ça peut avoir enfin les lésions en tout cas vont avoir un impact sur les fonctions cognitives et donc sur les activités qu'on réalise, au quotidien. Alors, les symptômes de la maladie, comme je viens de le dire, viennent perturber vraiment la réalisation des activités du quotidien et quels sont les risques pour la personne de voir ces activités perturbées au quotidien? Ça peut la mettre, en échec, donc d vraiment une mise en échec, successive et donc amener aussi à une perte de confiance en soi. Ça va modifier l'image que la personne a d'elle-même et c'est vrai que ça peut entraîner aussi, voilà, des situations qui vont générer de l'anxiété, des troubles du difficultés au niveau du moral, des troubles de l'humeur, voire une dépression. Le fait que la personne, elle va avoir du mal, à se dire: oui, effectivement, j'ai des difficultés à réaliser certaines activités et donc je vais dissimuler les erreurs» et donc il y a un risque d'isolement à ce niveau-là. Et le grand risque aussi, c'est qu'effectivement la personne ne prenne plus part aux activités et à la vie sociale, et donc vous le savez aussi bien que moi, l'activité, c'est un besoin fondamental de l'être humain et donc c'est important de rester en activité, malgré un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. Alors on a voulu vous refaire un petit peu, voilà, une synthèse de l'activité. Qu'est-ce que c'est l'activité? En fait, être en activité, c'est avoir une vie normale et donc on vous met plusieurs exemples de ce que c'est, les activités au sens large. Ça peut être s'occuper de soi, se déplacer, partager un repas, communiquer, faire ses courses, préparer un repas, pouvoir gérer ses médicaments, pouvoir, planifier et gérer, par exemple, ses trajets et ses rendez-vous. C'est le fait d'avoir des activités de loisirs, comme par exemple faire du bénévolat, s'occuper de ses petits-enfants, lire un bon livre, aller au cinéma, aller voir une exposition. Être en activité, c'est aussi pouvoir partager des moments de plaisir, être en relation avec les autres et donc vraiment prendre part à la vie sociale.
Et donc toutes ces activités, qu'elles soient des activités, voilà, qu'on fait plus pour soi ou des activités de loisirs ou le fait d'être en communication, ça va permettre à la personne de se sentir compétente, de se sentir utile et donc de rester autonome dans les activités de la vie quotidienne et aussi, d'éviter l'ennui, l'apathie et surtout la dépression. Alors, eh bien, pour permettre, la participation, des personnes, ayant une maladie d'Alzheimer ou apparentée aux activités, il y a des règles d'or. Alors, la première, c'est de chercher à un peu adapter les activités pour permettre à la personne de les faire. Alors, la première règle qui peut paraître un peu absurde, mais ça peut être parfois, un vrai frein à la participation, c'est simplement veiller à ce que la personne ait bien ses lunettes et ses appareils auditifs. Alors, c'est vrai que tout ce qui va être distraction, ce qui va être bruit dans une pièce, ça peut venir perturber les activités. On peut aussi modifier la présentation. Si par exemple on joue à un jeu, eh bien chercher à agrandir la taille des textes, qui peut faciliter la lecture. Alors peut-être on peut croire que la personne n'est plus capable de lire ou que les choses deviennent trop compliquées. Parfois simplement en modifiant, en simplifiant, les choses peuvent être mieux adaptées. On peut faciliter les règles du jeu. Alors c'est peut-être intéressant aussi de faire plus de pauses, parce que s'il y a des difficultés attentionnelles par exemple, changer d'activité, prendre un café. Alors, encourager la participation, eh bien, comme le disait Annabelle, c'est essentiel que la personne malade puisse prendre part à des activités. Donc, on va chercher à l'encourager à prendre des décisions, mais parfois, si les choses semblent trop compliquées, on peut simplifier et proposer deux choix. On va essayer d'éviter tant que possible de faire à la place, parce qu'en faisant à la place, eh bien, les choses, même si parfois c'est très tentant de vouloir faire les choses à la place, parce que comme ça elles peuvent se faire, en faisant à la place, la personne ne participe plus, ne prend plus de rôle et en plus les autres fonctions cognitives peuvent, être moins stimulées. Donc on va par contre essayer de graduer l'aide que l'on apporte, essayer de faire petit à petit, verbalement, et puis éventuellement montrer, faire en face. Ce qui est fondamental aussi dans une maladie d'Alzheimer ou apparentée, c'est de créer des routines. Alors par rapport aux activités, ne pas forcer à faire une activité, proposer bien entendu en fonction des centres d'intérêt. Alors, c'est essentiel aussi d'éviter de faire des exercices qui mettent en difficulté, en voulant exercer à tout prix ce qui devient difficile. Par exemple, se dire: «Oh là là, il a des difficultés de mémoire, on va faire des mémories, on va faire des jeux de mémoire, des questions pour un champion» et cetera. Eh bien, si la fonction cognitive est atteinte, ça va mettre la personne en face de ses difficultés et donc en échec. Alors, c'est important aussi de maintenir une activité physique, de ne pas surstimuler, de ne pas sous-stimuler. Donc là, c'est une question de dosage assez précis. Et donc, comme, je le disais juste avant, eh bien, l'important, c'est pas tellement le résultat, c'est vraiment la participation. C'est que la personne puisse se sentir investie, puisse se sentir prise dans l'activité et puisse se sentir en vie. Donc on va éviter de mettre en échec. Par contre, on va valoriser, on va encourager, on va féliciter, on va essayer d'éviter de relever les erreurs. Et bien sûr, en tant qu'aidant, c'est pas toujours facile, donc on essaye de garder son calme, mais s'il y a besoin, eh bien, on s'éloigne, on cherche à faire une pause, on passe le relais aussi. On va essayer aussi de ne pas infantiliser, donc de proposer des activités d'adultes, avec un langage d'adulte et ne pas chercher à raisonner la personne qui tiendrait à tout prix une décision. On va plutôt écouter, essayer de reformuler. Alors maintenant, je vais passer la parole à Annabelle pour aborder les principales difficultés. Voilà, mais donc comme vous venez de le voir, effectivement, rester en activité, c'est important, mais voilà, dans une maladie où on a quand même des difficultés, parfois assez importantes qui peuvent apparaître et donc on va vous présenter à chaque fois, les difficultés et quelques pistes de solutions par rapport à ces difficultés. Alors la première difficulté dont on parle, c'est une des difficultés, qui arrive effectivement en premier dans la maladie d'Alzheimer, ce sont les pertes de mémoire et donc ces pertes de mémoire, elles se manifestent comment? Ça peut être, oublier de couper l'eau, le gaz, oublier des informations ou des événements, même quand on donne des petits indices à la personne, elle ne sait pas se rappeler ces informations. Ça peut être oublier ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a quelques heures, ce qu'on a mangé par exemple la veille. Oublier de prendre ses médicaments, de payer ses factures ou parfois payer ses factures plusieurs fois ou prendre plusieurs fois ses médicaments. Ça peut être, comme je l'ai dit au-dessus, oublier des rendez-vous. Alors, les pistes, c'est vraiment de pouvoir garder une attitude positive et rassurer la personne parce qu'elle se rend souvent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle oublie les choses. Rappeler les informations importantes régulièrement et de la même manière, essayer de maintenir le plus possible un environnement stable qui va vraiment sécuriser et rassurer la personne. Et donc créer des routines, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste souvent, c'est de pouvoir justement faire les mêmes choses aux mêmes heures parce que ce sont des choses qui vont vraiment mettre un cadre et rassurer la personne. Alors c'est vrai qu'en tant qu'aidant, il faut être préparé à devoir réexpliquer, répéter, remontrer, rappeler et que ce n'est pas toujours évident.
Mais comme le disait Eugénie, parfois quand on a besoin de faire une pause, il faut pouvoir s'octroyer cette pause. C'est aussi créer des repères et donc ça peut être des rappels, avec le GSM, ça peut être des aides-mémoires, ça peut être des horloges adaptées par exemple. Par rapport aux pertes de mémoire, ce qui est important, c'est de pouvoir surveiller quand même la médication et donc si nécessaire, d'utiliser par exemple un pilulier électronique ou faire appel à une infirmière si vraiment la gestion, devient, vraiment compliquée. Et alors quelque chose aussi, par rapport aux pertes de mémoire, c'est de réfléchir à la gestion administrative, éventuellement avec, un notaire quand cela sera nécessaire. Alors par rapport à une autre difficulté qu'on rencontre régulièrement dans la maladie d'Alzheimer, il y a tout ce qui est désorientation dans le temps et dans l'espace. Et donc les situations fréquentes que l'on va rencontrer, c'est la personne qui ne va plus se souvenir du jour ou du moment de l'année, par exemple, ou du moment parfois de la journée. Ne pas savoir où elle est ou parfois confondre, des lieux ou parfois, il y a certaines personnes qui se perdent soit à pied, soit en voiture, soit à vélo. Alors les pistes par rapport à cette désorientation dans le temps et dans l'espace, c'est un peu comme les pertes de mémoire, le fait de favoriser les routines, de créer et de favoriser les routines, ça va structurer les journées et donc c'est vrai que ça va aider les personnes à pouvoir mieux s'orienter, dans le temps. Par exemple, à quel moment de la journée est-ce que je suis? Le fait d'aménager l'environnement, par exemple en mettant des symboles dans la maison, en utilisant des horloges adaptées ou un agenda adapté peut vraiment aider à s'orienter. C'est pouvoir aussi sécuriser l'environnement, mais sans enlever la liberté, ce qui n'est pas toujours évident et donc c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'aides techniques qui permettent, par exemple, d'envisager un tracker GPS pour permettre à la personne, par exemple, de continuer à sortir, à aller faire ses courses, à aller promener le chien, mais quelque chose qui peut rassurer les dents et qui peut être utile si jamais, par exemple, la personne venait à se perdre. Et donc c'est vrai que en dernier, comme Eugénie le disait, l'aide peut être graduelle. Voilà, si la personne n'a par exemple plus la possibilité, de sortir seule, le fait de l'accompagner si nécessaire, ça peut être aussi, une piste intéressante. Alors une autre difficulté, qui peut apparaître, donc s'il y a une atteinte au niveau de ces fonctions cognitives-là, ça peut être au niveau des difficultés au niveau du langage et de la communication. Par exemple, eh bien, avoir des difficultés à suivre une conversation, oublier des mots, avoir moins de vocabulaire, confondre des mots, ne pas bien comprendre et puis alors il peut y avoir aussi des difficultés à utiliser le téléphone, à écrire et à lire. Bref, toutes des difficultés qui font que la communication devient un peu compliquée. Et quel est le risque? Eh bien, le risque, c'est de moins communiquer. Or, communiquer, c'est vraiment essentiel parce que c'est comme ça qu'on est en lien et qu'on est en lien avec notre environnement, social et affectif. Donc comment faire? Eh bien, quelques pistes. Eh bien, on va essayer de laisser le temps à la personne, de répondre ou de démarrer une discussion. Voilà, c'est vrai que c'est important de laisser ce temps-là et puis si elle ne trouve pas ces mots, eh bien, on va essayer de l'aider en lui en proposant plusieurs avec patience et bienveillance, voilà, qui sont des mots importants pour tout le monde d'ailleurs. On va essayer de s'adapter au rythme de la personne, utiliser des mots simples, reformuler en faisant des phrases courtes et alors, ajouter le geste à la parole. Voilà, parce que parfois ça peut vraiment faciliter la compréhension et puis il y a 1000 et une autres façons de communiquer autrement. Par le toucher, par le chant, se mettre à côté, rire, faire une activité en commun. Notre corps peut parler en étant ensemble, montrer à la personne par notre posture qu'on est content d'être avec lui. Donc il n'y a pas toujours besoin de parler, on peut faire une promenade, regarder un album photo et cetera. Alors une autre difficulté qui peut apparaître également et qui peut être très douloureuse pour les aidants proches, c'est la difficulté dans la reconnaissance des objets ou des personnes. Alors voilà, les situations fréquentes, ça va être quel est cet objet, à quoi sert-il? Et puis une question qui peut venir dans la tête des personnes malades, ça va être par exemple, mais qui est cette femme avec qui pourtant je semble vivre? Ou cette infirmière a l'air de me connaître, mais moi je ne la reconnais pas? Ou cette personne m'inspire confiance, mais qui est-ce? Est-ce que c'est ma sœur? Est-ce que c'est ma mère? Voilà, la personne peut se sentir, elle, dans ces angoisses-là par rapport à ses propres difficultés de reconnaissance de personnes. Alors c'est quelque chose qui peut être très, très douloureux pour les aidants. Alors quelques pistes, eh bien, on va peut-être utiliser des photos, qui peuvent être parlantes pour le malade, pour lui rappeler, eh bien, qui est qui. Donc on peut parler à la personne aussi, essayer de se refaire connaître, de dire: «Beh, voilà, c'est moi», et puis avec le son de la voix, parfois la personne remet les personnes. Maintenant, si la personne vous confond avec quelqu'un d'autre, eh bien,
il faut garder en tête que c'est pas forcément un rejet, mais c'est peut-être, voilà, une autre personne importante pour elle qui l'occupe et donc une technique, ça pourrait être de la faire parler de cette personne et puis, voilà, garder à l'esprit que ce n'est pas un rejet et si c'est trop compliqué, sortir et revenir un peu plus tard et puis parfois, beh, la personne vous reconnaîtra à nouveau. Alors une autre difficulté qui peut arriver, c'est la difficulté à utiliser des objets qui n'est pas la même que celle de les reconnaître. Voilà, c'est prendre un objet et ne plus faire avec ce qu'on devrait faire avec. Voilà, est-ce que dois-je faire avec ça? Est-ce que je dois manger ou me brosser les cheveux? Et comment fonctionnent, eh bien, les boutons du téléphone? Comment est-ce que je change, de façon plus simple, comment est-ce que je change de poste de télé? Quelques pistes, eh bien, on peut faire toucher les objets, parfois avec le sens tactile, voilà, les choses se remettent en place, l'image de l'objet se remet en place dans le cerveau. Alors bien sûr, on va essayer de mettre hors de portée tous les objets dangereux. Alors on peut aussi, en termes de graduation de l'aide, hein, dont on parlait tout à l'heure, essayer de guider verbalement avec des mots simples, en décomposant. On peut aussi essayer de faire le même mouvement en miroir, donc mimer en face, pour encourager la personne à le faire, toujours dans cette idée de lui la faire participer aux activités. Donc ne pas faire à la place. On peut initier le mouvement avec l'objet, par exemple avec un verre, faire santé, chin chin et on peut aussi il existe plein d'aides techniques, hein, donc utiliser des objets simplifiés comme la télécommande à grosse touche, par exemple. Alors une autre difficulté, ce sera, eh bien le jugement qui peut être affaibli. Par exemple, ne pas reconnaître une situation dangereuse, que ce soit en voiture ou sur un passage piéton et cetera. Avoir des difficultés à discerner le vrai du faux et ne pas reconnaître un problème de santé qui nécessiterait, une attention immédiate, parfois porter par exemple des vêtements légers par temps froid et cetera. Alors que faire face à ça? Bien, la première chose, ça va être quand même la sécurité, donc chercher à identifier les situations à risque. Voilà, c'est vrai que tout ce qui est, le gaz, la voiture, c'est quelque chose d'important à vérifier et adapter l'environnement par rapport à ça. Maintenant, il est toujours essentiel que la personne malgré tout, puisse prendre part aux choix et aux décisions. Donc on va quand même les favoriser. Donc si, voilà, comment c'est pas pour autant qu'une personne qui ne s'habillerait plus correctement, on va choisir systématiquement ses affaires à sa place. On peut malgré tout lui proposer plusieurs affaires, mais par exemple, si c'est l'hiver, ne pas lui proposer de robe d'été ou de pantalons tout légers ou de shorts. Et puis on va guider la personne pour l'accompagner dans les bons choix. Alors dans les difficultés que la personne peut rencontrer au quotidien, il y a aussi les troubles du comportement, mais là je tiens vraiment à faire une précision. Ça Les personnes peuvent rencontrer des troubles du comportement et elles ne sont pas, toutes les personnes ne vont pas rencontrer des troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer. Je pense que c'est important de préciser ça. Alors quand on parle de troubles du comportement, de quoi on parle? Beh, ça peut être par exemple de l'anxiété devant une nouvelle situation, des troubles du sommeil, le fait de déambuler, le fait que la personne change d'humeur très rapidement, le fait aussi qu'elle ait une mauvaise interprétation de la réalité, le fait que parfois les personnes peuvent avoir un sentiment, beh, voilà, on me vole ou ce n'est pas chez moi, je ne reconnais plus l'endroit. Certaines personnes peuvent avoir des hallucinations, donc des hallucinations visuelles, auditives, olfactives, tactiles ou gustatives. Et alors certaines personnes peuvent aussi avoir des difficultés à discerner le convenant de l'inconvenant et donc c'est ce qu'on appelle la désinhibition. C'est par exemple faire des commentaires déplacés ou désobligeants à voix haute. Alors ce qu'il faut éviter, quand on est vraiment face à un trouble du comportement, c'est avoir des réactions vives et paniquées en tant que personne accompagnante. Contredire la personne ou vouloir la convaincre que ce qui se passe n'est pas juste ou en tout cas qu'elle n'est pas dans la même réalité que nous, ou chercher à la raisonner, ce sont des choses qui peuvent faire en fait monter les choses et donc aggraver les troubles du comportement. Approuver les convictions fausses aussi de voilà, de autant il faut pas essayer de contredire la personne, mais effectivement lui dire que tout ce qui se passe est la réalité n'est pas au non plus une bonne chose. Le fait d'exercer aussi une contrainte physique ou de vouloir limiter la personne ou l'immobiliser, beh, peut aussi parfois aggraver certains troubles du comportement. Donc si la personne, à un moment, a besoin de sortir parce qu'elle a, par exemple, besoin de marcher, bah, il vaut mieux l'accompagner, dans une promenade que de plutôt vouloir vraiment, voilà, la contraindre, physiquement. Alors qu'est-ce qu'on va privilégier dans les troubles du comportement? Bah, c'est d'abord tenter de comprendre, est-ce qu'il y a un déclencheur? Qu'est-ce qui se passait avant que mon proche change de comportement ou avant qu'il devienne anxieux? Ça va permettre en fait d'essayer de comprendre quelle est la nature exacte du comportement. Est-ce que ça se passe tous les jours à la même heure ou à chaque fois qu'il fait telle activité ou qu'on aborde par exemple, tel sujet? Ça, c'est intéressant de pouvoir effectivement identifier pour pouvoir, bah, après,
en tant qu'aidant, adapter plutôt l'environnement pour que ces situations-là ne se reproduisent plus. Le fait de proposer, des activités et assez d'activités plaisantes en journée, ça peut aussi, le fait que la personne ait été en activité, en fait, elle va être moins anxieuse, elle va sûrement mieux dormir la nuit et donc on a parfois moins de risques aussi, que des troubles du comportement se déclenchent. Poser des questions contextuelles si la personne semble être vraiment, dans un délire, poser des questions vraiment terre à terre pour essayer, de la ramener à la réalité. Essayer vraiment de rassurer et d'apaiser la personne et donc le fait de parler doucement, calmement, avec un ton doux et de proposer un contact physique, par exemple une main sur l'épaule si la personne le tolère, voilà, c'est des choses qui peuvent effectivement aider à apaiser les choses. Dans certains cas, ça ne va pas suffire et donc il va falloir essayer d'éloigner calmement, par exemple, la personne d'une situation ou d'une pièce qui peut la rendre anxieuse ou en tout cas essayer de la distraire pour qu'elle puisse justement passer à autre chose. Alors, les troubles du comportement, c'est vraiment quelque chose avec lesquels on est souvent mal à l'aise et donc pour prévenir, ces situations gênantes, il ne faut pas hésiter à prévenir l'entourage, vraiment pour éviter d'être mal à l'aise. Hem Vérifier ce qu'il advient des objets disparus, voilà, c'est vrai que dans certaines situations, les personnes peuvent dire effectivement il y a des choses qui disparaissent, parfois c'est effectivement vrai, c'est pas toujours parce que, la personne a une impression par exemple qu'on l'a volé. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir garder à l'esprit que ces troubles du comportement, cette anxiété, c'est pas dirigé du tout contre les dents ou contre le professionnel par exemple qui vient à la maison. Les troubles du comportement, c'est souvent une réponse inadéquate de la personne à une situation qu'elle ne comprend pas bien ou qu'elle interprète mal. Alors, je reprends la parole, voilà, pour parler un peu des aidants proches. Là, jusqu'ici, on a parlé, de la personne, qui a la maladie et les aidants proches. Eh bien, l'impact de la maladie dans le quotidien pour les aidants, c'est costaud. C'est un impact tout à fait réel. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'implication, des aidants proches, eh bien, dans les tâches quotidiennes, elle va être croissante. Alors bien sûr, ça peut être extrêmement, valorisant aussi, hein. Il y a quelque chose qui peut, une relation, une proximité qui se fait, voilà, un sentiment d'utilité qui est réel, mais le risque d'épuisement, lui, il peut être réel aussi et il peut conduire, à un isolement social notamment, à de la dépression et cetera. Mais donc il est vraiment, vraiment essentiel en tant qu'aidant de connaître, de comprendre ses limites et de se les fixer. Alors, il y a aussi une autre réalité dont il faut tenir compte, eh bien, c'est que, ces pertes progressives de la personne malade font vivre, en fait, ce qu'on appelle un deuil blanc aux aidants. Donc c'est quand la personne est là, mais qu'il y a des petites difficultés qui naissent de fois en fois et qui font que la personne malade n'est plus tout à fait celle qu'elle était, avant. Donc, fondamental, les aidants doivent prendre soin d'eux. Alors là, on a mis 3 images qui nous paraissent, importantes. Alors la première à gauche, eh bien, c'est, voilà, être capable de gérer ses émotions, de les accueillir, de les comprendre, de savoir ce qui se passe en soi et d'en parler, de ne pas rester seul avec ces émotions-là. Heu, voilà, on parlait au début des chiffres, il y a énormément, énormément de personnes malades et donc autant d'aidants, si pas beaucoup plus, si on prend en compte toute la famille. Donc c'est vraiment un vous n'êtes pas seul et il faut être capable de reconnaître ce que vivent les aidants. L'image du centre, c'est une qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, quand vous êtes dans un avion, on dit toujours au moment des consignes de sécurité, en cas de dépressurisation de la cabine, vous mettez d'abord le masque à oxygène sur vous-même avant de le mettre à la personne à côté de vous. Pourquoi? Parce que si vous le mettez d'abord sur la personne à côté de vous, eh bien ensuite, vous n'aurez pas eu d'oxygène, vous risquez de vous évanouir et vous ne pourrez même plus aider la personne à côté de vous ensuite, si c'est un enfant ou quelqu'un qui a besoin d'aide ou justement un proche malade. Eh bien, c'est la même chose dans la maladie. Il faut d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et ça n'a rien d'égoïste. Voilà, il faut vraiment pas culpabiliser par rapport à ça. C'est la troisième image qui est l'image de l'essence, hein. Il faut pour que vous puissiez avancer, pour que la voiture roule, eh bien, il faut l'emplir de carburant et donc c'est important de trouver vos façons à vous de vous remplir de carburant.
Eh bien, une des façons, de se remplir de carburant, ça peut être comprendre ce qui se passe et mieux s'armer par rapport à la maladie et par exemple, se former. Alors ici, vous avez à droite les dates en fait de séances de formation donc que nous, à l'ASBL, Alzheimer Belgique, on organise pour les aidants, de personnes ayant une maladie d'Alzheimer. Donc c'est une des séances de psychoéducation. Le prochain cycle commence, le 9 novembre, donc il s'agit de 10 séances de 2 heures qui ont lieu les mardis de 14 heures à 16 heures dans nos locaux. Donc nos locaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Montoyer, c'est tout près de la place du Luxembourg. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous recevrez les supports, mais n'hésitez surtout pas à nous contacter parce que c'est vrai que ça peut être un vrai outil pour rencontrer d'autres personnes qui vivent des situations similaires et pour comprendre voilà, de façon plus approfondie que ce qu'on a balayé rapidement aujourd'hui, ce qui se passe et comment réagir. Alors comme Eugénie le disait, c'est important de pouvoir se faire accompagner, en tant qu'aidant proche et donc être accompagné, ça peut être aussi se faire aider et donc se faire aider pourquoi? Eh bien donc par exemple, pour la personne aidée, ça peut être mettre de l'aide en place à domicile, pour les activités quotidiennes comme par exemple une aide à la toilette pour, aider à s'habiller, pour aider, au moment des repas et donc voilà, il y a la possibilité à ce moment-là de mettre en place, un passage infirmier, des aides familiales. Ça peut être aussi, une personne qui a par exemple besoin, de bouger parce qu'elle ne sort quasiment plus et donc le passage d'un kiné peut être intéressant. Il y a peut-être des problèmes au niveau langage et communication et donc on peut envisager par exemple le passage d'une logopède, d'une ergothérapeute, pour voir un petit peu s'il y a besoin d'aménager l'environnement ou s'il faut revoir, par exemple, les aides qu'il y a à domicile. Il y a aussi la possibilité pour la personne de participer à des activités en centre de soins de jour, 2 à 3 journées par semaine, voire 5 jours par semaine, à d participer vraiment à des activités adaptées en centre de soins de jour qui permet, en fait, pour la personne aidée d'être stimulée et pour l'aidant, de pouvoir aussi prendre, un petit peu de temps pour soi, un petit peu de répit. Alors pour les dents, beh, ça peut être se faire aider dans les activités quotidiennes, besoin d'aide pour le ménage, le repassage, les courses, la préparation de certains repas. Peut-être que voilà, préparer les médicaments pour son proche, ça devient compliqué. Eh bien, pourquoi pas faire appel à une infirmière dans ce cadre-là? Ça peut être prendre du temps pour soi et donc effectivement le fait qu'il y ait quelqu'un à domicile, ça peut permettre à l'aidant, à un moment de sortir, de vaquer à ses occupations. Comme le disait Eugénie, le fait de s'informer pour être mieux préparé et pouvoir mieux réagir aussi, au quotidien, c'est une forme, d'accompagnement et donc vraiment on insiste sur le fait que s'entourer, que ce soit de proches ou de professionnels, c'est vraiment quelque chose qui est important au quotidien et donc le message qu'on voulait vraiment faire passer, c'est ne restez pas seul en tant qu'aidant. Des solutions existent, soit à domicile, soit à l'extérieur du domicile. Alors, par rapport à un accompagnement à domicile, donc au sein de l'ASBL, on est pour l'instant dans un projet pilote avec l'INAMI qui permet un suivi à domicile par des ergothérapeutes et une psychologue et la psychoéducation des aidants. Avec Partenamut, on a la possibilité aussi de prévoir des visites d'un ergothérapeute. Et alors en Brabant wallon, on est dans un projet pilote avec la coordination de soins et des soins à domicile. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous, si vous avez, des questions à ce niveau-là. Donc vous avez le site de la SBL et le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Voilà, nous souhaitions également, vous faire part des services, hein, donc que Partenamut, vous dédie donc en tant qu'affilié et s'il ne devait qu'y avoir qu'un seul service vers lequel vous retournez, c'est bien le service social, qui a vraiment une vision, très, très large de l'accompagnement des personnes, malades chroniques en perte d'autonomie et de leurs aidantes et donc en fait, ce service, c'est vraiment, la porte d'entrée pour, faire le topo de la situation, avoir une vue très globale, sur les besoins de votre proche et de vous-même et de vous ouvrir un maximum, les droits et les avantages auxquels, voilà, vous pourriez, avoir droit. Donc voilà, on souhaitait vraiment remettre en avant, ce service, donc avec, les voilà, les possibilités de prise de contact.
Un deuxième service auquel vous pouvez voilà, solliciter, c'est le centre de coordination de soins. Donc, si votre proche nécessite voilà, l'intervention d'infirmières, de kinés, de livraison de repas, etc. Donc, c'est vraiment notre service spécialiste dans la mise en place et la coordination des services d'aide au domicile de votre proche. Un troisième service auquel voilà, vous pouvez aussi faire appel, c'est notre service aménagement du domicile, donc qui comporte des professionnels de l'ergothérapie et donc ils vont vraiment faire l'analyse du lieu de vie de votre proche et de voir, mais tiens, peut-être dans cette salle de bain, ce serait intéressant d'aménager la baignoire ou la douche pour faciliter un maximum l'autonomie de votre proche. Ça, c'est un des exemples auxquels voilà, on peut penser pour le service aménagement du domicile. Et il reste également un autre service qui est notre shop, le Partenamut Shop, où là, vous pouvez, pour votre proche, louer ou acheter du matériel médical et paramédical. Et donc, l'idée ici, ce n'est pas de vous vendre à tout prix voilà, du matériel qui n'est pas du tout adapté. Au contraire, c'est vraiment, on a une démarche d'écoute et d'analyse de la situation pour vous renseigner un maximum et vous orienter vers le matériel le plus adéquat pour votre proche. Et peut-être qu'encore, hop, voilà, une page d'information incontournable pour les aidants proches. Donc, c'est sur notre site internet, partenamut.be/aidant au pluriel. Et là, vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Vous aurez aussi le lien vers nos webinaires. Voilà, il reste encore quelques éléments par rapport à d'autres aides et ressources. On ne va pas les passer tout en revue, hein. On va juste, voilà, vous aurez l'occasion de parcourir la présentation qui vous sera envoyée encore ce jour. Et donc voilà, vous avez par exemple notre Transport Line, voilà, qui est notre ligne de transport non urgent que vous pouvez joindre voilà, tous les jours de la semaine. Donc s'il y a un déplacement qui est prévu, ça peut être un rendez-vous médical, mais qui n'est pas de l'ordre de l'urgence. Vous pouvez contacter la ligne de transport et organiser cela pour votre proche. Il y a Télésecours aussi, hein, qui peut vraiment être tout indiqué dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et donc là, c'est l'assistance à distance, hein, donc c'est le fameux bouton d'appel d'urgence, hein, donc si la personne est en difficulté. Voilà, et vous voyez, troisième place, Alzheimer Belgique, notre partenaire privilégié et intervenante du jour. Voilà, vous avez d'autres informations à ce niveau-là. Et voilà, vous avez même 2 slides de ressources et aides. Voilà, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire le moment de questions-réponses. Donc, il nous reste un petit quart d'heure ensemble et nous avons plusieurs questions qui nous sont parvenues durant le chat. Donc, on en a 10 exactement. Mais avant ça, on a 3 autres questions, pardon, qui nous étaient parvenues par le questionnaire que vous aviez reçu pour déterminer un peu vos attentes par rapport à cette formation-là. Donc, Annabelle, Eugénie, vous êtes prêtes? Voilà, on va Prête. commencer par ces trois questions et puis on passera aux questions qui ont été posées durant le chat. Alors, la première question, c'est quelles sont les informations que l'on peut donner sur la maladie à corps de Lewy? Oui, donc voilà, par rapport à la maladie à corps de Lewy, donc c'est une maladie qu'on dit apparentée à Alzheimer. Et donc en fait, la différence, si je peux parler comme ça, elle se situe vraiment au niveau des lésions. Donc les lésions que vous avez vues dans la présentation avec Eugénie ne sont pas les mêmes dans la maladie à corps de Lewy. Donc on a des lésions qui sont appelées justement corps de Lewy, qui se développent au niveau des cellules cérébrales. Et donc les principaux troubles de la maladie affectent aussi les fonctions cognitives qui se manifestent avec des troubles semblables à ceux de la maladie d'Alzheimer, mais en plus, en fait, on a certaines caractéristiques dans cette maladie-là qui sont, par exemple, une fluctuation cognitive qui est caractéristique et aussi
une atteinte des fonctions motrices. Et donc d'un point de vue moteur, on va constater par exemple, des troubles de l'équilibre, des chutes, des troubles de la marche et on a également des hallucinations qui font vraiment partie, des symptômes qui sont fréquemment, constatés dans cette maladie. Voilà, donc c'est une maladie apparentée, donc les difficultés que la personne va rencontrer au quotidien vont vraiment s'apparenter aux difficultés qu'une personne avec un diagnostic d'Alzheimer va présenter aussi, mais les lésions, sont différentes. Mais donc ou plus globalement, voilà, c'est vrai que ça va être, en fonction des besoins que la personne va avoir, donc que ce soit des besoins, par exemple, au niveau des soins, au niveau d'une aide à la toilette, au niveau d'une aide, au niveau de l'habillage, par exemple, préparer un pilulier, quand ça suffit ou alors effectivement un passage infirmier, par exemple, pour donner les médicaments. Donc c'est vrai que, le rôle de l'infirmière est vraiment très varié à domicile et il va vraiment dépendre des besoins, de la personne et donc c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose, heu, qui c'est difficile de répondre de manière précise, mais globalement, en fonction des besoins, ben voilà, l'infirmière peut intervenir au niveau des soins, de la gestion des médicaments ou, plus des soins personnels. Alors, troisième question, est-ce que la maladie d'Alzheimer conduit, à la mort? Eh bien, c'est une question qui n'est pas simple. En réalité, pas directement. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer n'est pas la cause directe de la mort, mais ou du décès, mais voilà, ce qui se passe, beh, c'est que la personne âgée qui a la maladie d'Alzheimer, en plus, peut avoir tout le tableau des maladies, des comorbidités, d'une personne âgée, en situation, de fragilité et donc la maladie va pouvoir, aggraver tout ça et puis d'autre part, la maladie peut amener en fait des problématiques, type troubles de la déglutition par exemple, qui peuvent conduire à, par exemple, une fausse déglutition, des problèmes pulmonaires et cetera, qui eux peuvent être, responsables du décès. Donc c'est une cause en fait indirecte, de décès. Voilà, donc on passe maintenant aux questions qui ont été posées en direct, dans le chat pendant que vous étiez, occupés à vos présentations. Alors la première question qui a trait à l'évolution de la maladie, donc quels sont les paliers? Comment sont-ils déterminés et comment savoir dans quel palier se situe, notre proche malade? Alors, par rapport au palier, donc on parle beaucoup de stades, dans la maladie d'Alzheimer et donc ça, le stade, il va vraiment être déterminé suite, à l'imagerie médicale et aux tests, psychométriques et donc ça, c'est vraiment le médecin qui va pouvoir, dire dans quel stade se trouve la personne. Alors il faut savoir qu'à la base, les stades, ils sont présents surtout pour tout ce qui est, recherche scientifique et prescription médicale et donc c'est vrai que, voilà, nous, on parle peu de stades, au niveau de la SBL parce que c'est vraiment quelque chose qui appartient plus aux médecins, parce que c'est vrai que la personne peut être plus avancée et donc dans un stade plus avancé, par exemple, pour tout ce qui est, langage et communication, mais par contre, par rapport au jugement et à l'orientation, elle sera dans un stade beaucoup moins avancé. Donc voilà, les stades, ça reste quelque chose qui est utile aux médecins par rapport à la prescription, médicale, surtout. Alors deuxième question, donc là, on était occupé à parler de la désorientation temps-espace et donc une horloge adaptée a été évoquée comme solution et donc on demande, un peu plus d'informations sur cette horloge, ce type d'horloge. Mais oui, il existe, plusieurs choses, donc dans les dias que nous vous avons mis avec les différents, sites, peut-être aussi sur le webshop de Parthes et Damut, ça peut-être Frédéric pourra y répondre. Mais il existe par exemple des horloges, qui reprennent non seulement l'heure, la date, le jour et qui écrivent aussi si on est le matin ou l'après-midi. Par exemple pour des gens, voilà, je pense à un cas très, très concret, d'une dame qui voyait qu'il était, 4 heures et ne savait pas s'il était, si té ou 18 heures, elle ne savait pas si c'était le matin, l'après-midi, eh bien, il y a des horloges très, très simplifiées. Donc nous, on a mis le lien de Optoy, je pense. Sur ce site-là, par exemple, vous trouvez des horloges adaptées qui fonctionnent très, très bien. Alors, que faire lorsque, mon proche malade refuse le pilulier? Alors c'est vrai que
Répondre, voilà, on ne connaît pas la personne, donc c'est toujours un petit peu difficile, mais la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il refuse le pilulier? Est-ce qu'il a, par exemple, l'impression d'être, dépossédé de la gestion peut-être de ses médicaments et donc d'être mis en échec? Ça, c'est une possibilité. Peut-être qu'il ne comprend pas comment fonctionne le pilulier ou en tout cas à quoi ça sert, donc ça vaut la peine de creuser, ces questions-là par rapport à l'utilisation et la compréhension que la personne a du pilulier. Et donc voilà, si c'est vraiment, soit une plutôt une question de compréhension, il y a moyen de travailler là-dessus. Si c'est vraiment plus, une question de, voilà, la personne refuse, le pilulier, alors il est encore temps effectivement plutôt de faire appel alors à de l'aide type infirmier parce que ça passera peut-être mieux, par exemple, avec une infirmière qui pourrait venir, le matin et le soir, si nécessaire pour aider, à prendre, les médicaments. Question suivante. Est-ce dangereux de laisser des ciseaux, des couteaux, etc. à portée de main? Bah, tout dépend de la situation et tout dépend de ce que vous percevez des capacités de votre proche. À nouveau, comme disait Annabelle, c'est des questions très, très complexes parce que chaque personne est différente et dans certains cas, ça va être dangereux, dans d'autres pas du tout. Hem, voilà. Alors ici, donc c'est une question qui concerne, le syndrome de Charles Bonnet, qui consiste à avoir des illusions visuelles et non pas des hallucinations. Et donc comment faire comprendre à cette personne, donc apparemment c'est suite aussi à un AVC, que ce qu'elle voit n'est pas vrai? Parce que ça pose des problèmes. Exemple, il y a quelqu'un dans son lit, mais il n'y a personne et elle ne veut pas y rentrer. Cela peut durer une demi-heure. Donc c'est que lorsqu'on évoquait les troubles du comportement. Spécifique effectivement, moi alors je ne connais pas, spécialement, cette maladie, mais je pense que c'est intéressant peut-être de se tourner à ce moment-là vers les cliniques de la mémoire et les neuropsychologues. Je pense qu'ils peuvent peut-être travailler ça. Il y a sûrement des astuces, et là c'est vrai que, je pense vraiment qu'il faut peut-être se tourner, vers la clinique de la mémoire d'où la personne peut-être est sortie d'hospitalisation et de reprendre peut-être contact avec le neurologue pour voir si il y a parfois des suivis qui sont, voilà, qui sont nécessaires et qui sont plus importants, à ce niveau-là. Et alors moi, je pense en termes de communication, mais là, c'est plus général parce que voilà, comme Annabelle, c'est une question très spécifique. C'est vrai que voilà, nous ne sommes pas des médecins et c'est en effet un syndrome que personnellement je ne connais pas non plus. Mais en termes de techniques de communication, voilà, il existe des choses comme, la validation, qui est une approche de communication où en fait plutôt que d'essayer de convaincre la personne que ce qu'elle voit, n'existe pas, ça va être, de lui poser des questions et de petit à petit, nous faire expliquer le contexte, lui montrer qu'on comprend, lui montrer qu'on est en empathie avec elle pour essayer de l'apaiser et de la ramener petit à petit dans la réalité. Et j'en profite pour rebondir donc par rapport à la validation. Il y a un livre, qui est vraiment la validation à destination des aidants proches. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail par rapport à ça. On pourra vous Et renseigner. l'auteur, c'est Naomi Feil, Feil. OK. Ici, j'ai regroupé, 2 questions en une parce qu'elles sont vraiment, très liées. Donc c'est, la question de l'aide. Donc apparemment la personne a soit des troubles du comportement qui l'empêchent d'instaurer, de l'aide, soit c'est parce que la personne se sent, volée et accaparée par rapport à son voilà, à son rôle de femme au foyer. Alors c'est vrai que ça, c'est une question qui revient en fait très souvent parce que c'est une difficulté, que les aidants en fait rencontrent, vraiment très, très régulièrement. Le fait d'amener de l'aide extérieure à domicile, c'est toujours très compliqué parce que effectivement, quand une personne a eu l'habitude de faire les choses par elle-même, pendant toute sa vie, lui dire que maintenant il y a besoin d'aide, ça peut effectivement être vraiment perçu comme une mise en échec. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un travail d'explication, de sensibilisation, à faire avec la personne et l'entourage pour qu'elle puisse vraiment accepter cette aide. Et donc là aussi, c'est vraiment du cas par cas parce que, une personne, ne va pas accepter de l'aide pour telle raison, alors que chez une autre personne, ça va être pour une autre raison. Et donc d'où l'intérêt en fait
vraiment de proposer un accompagnement personnalisé à domicile avec des ergothérapeutes et des psychologues. C'est vraiment pour aller un petit peu aller évaluer quelles sont les difficultés, quels sont les besoins de la personne, de l'aidant et aussi voir un petit peu avec la personne ce qu'elle est prête à accepter comme aide, au quotidien. Mais c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui doit se faire de manière personnalisée. Donc il n'y a pas une réponse générale pour toutes les situations et ça, c'est vraiment quelque chose qui se joue vraiment, au niveau de la personne et de ses aidants. Donc c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Hem, ouais. Et je compléterais peut-être, avec en effet exactement tout ce que disait Annabelle et que ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Voilà, il ne faut pas s'arrêter à un premier refus ou se dire: «Ouh là là, ça ne va pas, ça n'a pas été cette fois-ci, ça n'ira jamais». En effet, je pense qu'introduire du tiers, une ergothérapeute qui n'est pas là directement pour apporter de l'aide, mais qui est là pour comprendre la situation, pour écouter tout le monde. Et puis alors autre chose, qui est essentielle en fait, c'est instaurer une relation de confiance. D'abord avec, la personne qui vient à domicile et puis avec les personnes qui apportent cette aide-là. Parce que bien souvent, eh bien, c'est, en faisant ensemble les choses, par exemple, pour ne pas avoir l'impression d'être dépossédé, en ayant confiance en la personne qui vient à domicile, que les choses, eh bien, vont se normaliser, se mettre en place tout doucement. Voilà, il nous reste environ 5 minutes et 3 questions. Alors, la première de ces 3 questions concerne les séances de psychoéducation qui sont en programmation tout bientôt. Donc, on me demande comment s'y inscrire. Est-ce que c'est par mail? Est-ce qu'il y a d'autres sessions qui sont prévues en soirée ou sur le temps de midi pour les personnes qui travaillent ou en online, en webinaire? Et est-ce qu'il est possible de rappeler les dates et voilà, les modalités d'inscription? Oui, alors les dates, je ne les connais pas par cœur. Ça commence le 9 En novembre, c'est en novembre. moyenne tous les 15 jours et c'est étalé sur 3 ou 4 mois, je ne sais plus, hors congé scolaire. En webinaire, malheureusement non, parce que ce n'est pas prévu, voilà, ça a eu lieu pendant le covid, mais là, ça reprend uniquement en présentiel. Il y aura d'autres sessions. Il y a une session qui démarre à Namur, aux mêmes dates et puis il y a une autre session qui commencera plus tard, probablement à Braine-le-Château, probablement ou Braine-l'Alleud, voilà. On n'a pas encore les dates. En termes de temps, je pense que malheureusement, ce sera aussi, en journée. Alors c'est vrai que pour les personnes qui travaillent, c'est parfois un peu compliqué. Alors au niveau très pratico-pratique, eh bien, pour y participer, il faut, une prescription spécifique qui, précise en fait que, votre proche a reçu le diagnostic de maladie d'Alzheimer ou apparenté. Donc il faut qu'un bilan ait été effectué. Alors parfois, ça peut être un frein quand un bilan n'a pas été effectué et pour, obtenir ce modèle de prescription, eh bien, vous pouvez, me contacter directement. Donc mon adresse mail se trouve dans le PowerPoint que vous allez recevoir ou contacter le secrétariat, d'Alzheimer Belgique. Donc c'est secrétariat@alzheimerbelgique.be. Mais voilà, toutes les infos sont dans les dias que vous recevrez ou nous passer un coup de fil au 02 428 28 10. Voilà, je Vous pense recevrez la présentation cet après-midi, donc vous aurez accès à toutes ces informations. Alors, avant-dernière question. Lorsque l'aide familiale ou ménagère n'a pas eu l'occasion de le faire, est-ce qu'une infirmière peut refaire le lit lorsque la patiente vit seule avec son mari, lui-même atteint de la maladie de Parkinson? Eh bien, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si ça fait partie, en fait, des tâches de l'infirmière. Donc ça, c'est une très bonne question, effectivement. Je pense que c'est une question qu'il faut poser à la coordination de soins parce qu'eux, ils ont effectivement, voilà, les différentes, tâches, que chaque professionnel peut effectuer. Donc moi, je me retournerai vraiment vers l'assistante de la coordination de soins pour poser cette question. Parce que personnellement, je ne sais pas. Très bien. Et dernière question, est-il possible d'avoir les adresses des cliniques de la mémoire en Belgique? Tout à fait. Donc il y a peu de cliniques de la mémoire en Belgique, mais effectivement, comme disait Eugénie, envoyer un mail alors à l'adresse secrétariat@alzheimerbelgique.be en précisant la demande et alors on vous fera par retour de mail, voilà, on vous donnera toutes ces informations. à Bruxelles, il n'y en a qu'une, à l'UCL. Voilà. Très bien, voilà, nous avons terminé juste à heure et à temps. On peut clôturer, la session.
Que nous reste-t-il à rappeler? Eh bien, ce sont les prochains événements dédiés aux aidantes et aux aidants proches. Donc, il y a une journée répit collective le samedi 13 novembre à laquelle voilà, vous pouvez participer si vous êtes bien reconnu en tant qu'aidante, parce qu'il n'y a pas d'homme autour de la table aujourd'hui. Donc, en tant qu'aidante, aidante proche, vous pouvez aussi avoir un moment privilégié de bien-être à la Casa Clara, donc un moment qui est à déterminer avec l'organisation. Le dimanche 5 décembre prochain, il y a une sortie. Donc, ces activités sont gratuites, hein, donc ça, je tiens à le préciser. Donc, toujours sous condition que vous soyez reconnu aidante ou aidant proche. Et donc, pour ça, je vous renvoie vers le service social. Et donc, le 5 décembre, vous aurez l'occasion de visiter le musée L et le marché de Noël à Louvain-la-Neuve. Vous pourrez aussi y aller avec votre proche aidé s'il est affilié chez Partenami de manière donc tout à fait gratuite. Et donc, sachez que les activités pour les aidantes et les aidants, ben, on arrive à la fin de l'année, mais on pense bien entendu à l'année prochaine. Donc, le programme d'activité est en préparation et vous aurez accès à toutes les infos sur notre site internet à nouveau, partenamide.be/agenda-ap. Alors ici, voilà, on souhaitait avoir votre retour. Donc, vous avez participé à ce webinaire et donc, pour nous améliorer encore et toujours, on vous demande, s'il est possible, de remplir ce petit questionnaire. Ça prend moins de 5 minutes. Je vous mets le lien dans le chat pour y accéder rapidement. Voilà, 8 questions rapides, dans l'idée de nous faire un feedback le plus objectif possible pour qu'on puisse forcément améliorer nos webinaires prochains. Voilà, il reste encore quelques annexes, hein, donc la barre d'Alzheimer Belgique et donc qui permet d'avoir d'autres pistes liées à l'accompagnement de votre proche aidé. Et il nous reste à vous remercier pour votre participation à toutes et à toutes. Merci, Merci. merci à toutes. Merci Frédéric. Merci Merci. Annabelle, merci Eugénie pour ce moment de formation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.